La lune, gorgée d'une lumière fantomatique, se reflétait dans les yeux du vieux Nga. Il n'avait pas prononcé un mot, mais l'air autour de lui vibrait d'une prophétie silencieuse, une menace ourdie dans les profondeurs insondables de la forêt du Haut-Uélé. Personne ne savait ce que son regard avait perçu ce soir-là, mais le destin d'une famille, celle du respecté Monsieur Beauclos, venait de basculer dans l'abîme d'un mutis ancestral. Il y a 15 jours, avant que la mousson ne transforme les pistes en bourbier, la demeure de Monsieur Beauclos, chef de chantier à Kisangani, résonnait d'une cacophonie joyeuse. Ses enfants, Kivu et Lomami, frémissaient d'une excitation palpable à l'idée de leur exode annuel vers la terre ancestrale. Au fin fond du Haut-Uélé. Ils ignoraient le piège tissé dans les coulisses de l'invisible. Ce n'était pas leur première transhumance festive. Chaque année, la période des grandes pluies les ramenait vers les aînés, le seul lien physique qu'ils entretenaient avec leur lignée villageoise. Kivu et Lomami adoraient ces migrations. Le village, c'était l'Éden, l'air pur à en crever, des arbres géants comme des esprits tutélants, et une horde de cousins pour des parties de cache-cache épiques. Ils ne se doutaient pas que cette année, la carte du destin serait déchirée. Madame Amina, l'épouse de Monsieur Beauclos, s'affairait tel un termite zélé, remplissant des ballots de pagne colorés et préparant des provisions pour le long périple. Sa routine millimétrée, des jours avant le départ, était censée parer à tout oubli. Mais une épine persistait dans son cœur, l'indifférence manifeste de Monsieur Beauclos envers les rituels sacrés. « Jean, s'il te plaît, honorons les ancêtres un instant. » Juste 2 minutes de recueillement, souffla-t-elle, pliant un boubou dans un sac de raffia. Monsieur Beauclos balaya l'idée d'un revers de main, comme on chasse un moustique. Laisse tomber tes gris-gris. Les esprits savent que nous voyageons. Pas besoin de leur rappeler de nous protéger, rigolait-il, un rire qui sonnait creux aux oreilles d'Amina. Son cœur s'alourdissait, elle observait son mari et secouait la tête. Pourquoi ne le fais-tu pas, murmura-t-elle, une incompréhension amère l'envahissant. Les enfants n'étaient pas en reste. Kivu, l'aîné, singeait déjà son père. Quand Amina se prosternait le matin pour ses invocations, il grommelait, traînant les pieds. « Maman, faut-il encore faire ça ?» C'est ennuyeux comme la pluie. Elle, imperturbable, continuait ses prières. Même face à leur mou. Elle implorait les esprits pour sa famille, demandant leur protection. Mais au plus profond d'elle, elle rêvait que Monsieur Beauclos la rejoigne, ne serait-ce qu'une seule fois, dans cette communion avec l'invisible. La maisonnée était emplie de rire et de l'effervescence des enfants planifiant leurs exploits au village. Monsieur Beauclos souriait à leur joie, tandis qu'Amina restait silencieuse, observant les siens. Elle retint son souffle et pria sans bruit. « Esprit des anciens, veillez sur nous en cette période de pluie. » Alors que les jours du départ approchaient, la famille ne savait pas qu'un guet-apens les attendait sur la route, un événement qui allait sonder leur foi et réécrire le livre de leur vie. Un soir, Monsieur Beauclos rentrait de son chantier. Son esprit était déjà au voyage. Alors qu'il abordait un virage serré sur la piste déserte, il aperçut une vieille femme, silhouette sombre au bord du chemin, agitant la main pour un signe. Son pagne était serré autour de sa taille, un petit panier d'osier dans sa main. Monsieur Beauclos ralentit et s'arrêta. « Maman, où vas-tu » demanda-t-il, se penchant par la fenêtre. « Mon fils, dit la vieille femme d'une voix rauque et fatiguée, je me rends au prochain village. Puis-je avoir une place » Monsieur Beauclos hocha la tête. « Monte, maman. » La vieille femme s'installa, silencieuse, sur le siège. Un moment, le seul bruit fut celui du moteur et le chant assourdi des cigales nocturnes. Puis, la vieille femme racla sa gorge. « Mon fils, commença-t-elle doucement, j'espère que tu ne te fâcheras pas de ce que je m'apprête à te révéler. » Monsieur Beauclos lui lança un regard curieux. « Maman » la vieille femme prit une inspiration profonde. « Cette fois, tu ne devrais pas aller au village, toi et les tiens. Et si tu dois y aller, toi et ta famille devrez faire une purification rituelle et un jeûne profond avant le voyage. Un danger vous guette sur la piste, un mutis sombre. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, aussi épais que la fumée du brasero. Monsieur Beauclos éclata d'un rire fort et chaleureux, faisant grimacer la vieille femme. « Maman, tu veux que j'empêche ma famille d'aller au village ? C'est pas la première fois que je fais ce trajet en saison des pluies. » Rien n'arrivera, dit-il en secouant la tête, un sourire moqueur sur les lèvres. La femme le regarda, ses yeux sombres et graves. « J'ai dit ce que je devais dire. Le reste t'appartient, mon fils. » Arrivé à destination, Monsieur Beauclos arrêta le véhicule. La vieille femme descendit. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour le transport. Souviens-toi de mes paroles, purifie-toi et jeûne si tu dois y aller. » Monsieur Beauclos lui fit un signe de la main en souriant. « Merci, maman. »
Fais attention. Il se demanda pourquoi les gens aimaient effrayer les autres avec des histoires. Elle est juste superstitieuse, se persuada-t-il, ou elle essaie de paraître sage. Après tout, il avait fait ce voyage des dizaines de fois, et jamais rien ne s'était produit. Mais lorsque la Jeep disparut dans la nuit, la vieille femme s'arrêta, son visage impénétrable. Ses mots avaient été semés, mais ce qui attendait n'était plus entre ses mains. 2 jours restaient avant le début du voyage. La maison bourdonnait d'une excitation palpable. Les sacs étaient entassés près de la porte, débordant de pagnes, de présents et de victuailles pour le long périple. Kivu et Lomami virevoltaient autour, babillant sur le village et les festivités avec leurs cousins. Comme toujours, c'était le calme avant la tempête. Amina les appela tous au salon. « Invoquons les esprits avant de partir », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur Boclo fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui te prend, encore avec tes prières ? On ne va pas sur la lune, c'est juste le village. » « Laisse-moi réchauffer le moteur, » dit-il, la faisant taire d'un geste. Elle soupira et s'agenouilla pour prier seule avec les enfants. Elle murmura sa supplication habituelle. « Esprit protecteur, veillez sur nous, guidez ma famille sur cette piste. » Dehors, Monsieur Boclo s'installa au volant, tourna la clé. Au lieu du rugissement habituel du moteur, il n'y eut que le silence. Il réessaya, la voiture toussa faiblement mais refusa de démarrer. « Qu'est-ce que c'est encore que ça ?» marmonna Monsieur Boclo. Il sortit, ouvrit le capot, et fixa le moteur comme s'il allait s'expliquer de lui-même. Il secoua quelques fils et essaya à nouveau. La voiture ne voulait toujours pas démarrer. Frustré, il rentra pour annoncer « La voiture est morte. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. » Dit-il en se grattant la tête. Amina le regarda, calme comme jamais. « Peut-être que les esprits ne veulent pas que nous partions, » dit-elle doucement. Monsieur Boclo éclata. « Arrête de dire ça. Qu'est-ce que les esprits ont à voir avec un moteur de voiture ? J'appelle le mécanicien. » Le mécanicien arriva rapidement, son uniforme taché claquant bruyamment alors qu'il inspectait la voiture. Après quelques minutes, il se redressa et secoua la tête. « Mon chef, le moteur a cogné. Ce véhicule n'ira nulle part tant qu'il ne sera pas entièrement refait. » La bouche de Monsieur Boclo s'ouvrit, frappé de stupeur. « J'ai conduit cette voiture hier, et il n'y avait rien d'anormal. » Le mécanicien haussa les épaules. « Parfois, ces choses arrivent. C'est au-delà de ma compréhension, monsieur. Les esprits le savent, dit Amina doucement, sa voix stable. Mais Monsieur Boclo ne l'entendit pas. Les esprits le savent, limita-t-il sarcastiquement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Rester ici et annuler la fête ? Amina ne dit rien, regardant seulement son mari arpenter la pièce comme un lion en cage. Après un moment, Monsieur Boclo claqua des mains. On ira au marché et on prendra un camion de transport. Ce n'est pas l'idéal, mais nous arriverons quand même au village. Amina fronça les sourcils. Peut-être que nous ne devrions pas y aller du tout, dit-elle doucement. Ne recommence pas, s'écria Monsieur Boclo. J'ai pris ma décision, et ainsi, l'affaire était réglée. Les sacs furent préparés pour le camion, et les enfants, toujours excités, se tinrent prêts pour le voyage. Mais le cœur d'Amina était lourd, et elle pria silencieusement pour que les esprits prennent le contrôle. Cependant, ce que Monsieur Boclo et sa famille ignoraient, c'est que tout le monde ne se réjouissait pas de leurs visites annuelles. Loin dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Coco était rempli d'un bruit sombre. Elle était assise devant sa case, fixant la piste poussiéreuse, son visage tordu par l'amertume. Chaque année, Monsieur Boclo et sa famille arrivent comme des rois, leur jeep rutilante attirant tous les regards, marmonnait-elle. Sa femme Amina et leurs enfants ont l'air si bien nourris et si heureux. Pendant ce temps, mes 4 fils peuvent à peine se permettre de rentrer à la maison, et quand ils le font, c'est sur de vieilles motos ou à pied. Mama Coco serra le poing. Pourquoi chaque saison doit-elle être consacrée à Jean ? Sa jalousie bouillonna, et elle décida que cette année serait différente. Elle appela son amie la plus proche, Mama Ngolo. « Sœur Ngolo, dit-elle à voix basse, je n'en peux plus. Cette année, ce garçon et sa famille ne viendront pas exhiber leur opulence ici. » Mama Ngolo, dont la langue était plus acérée qu'une lame de couteau, hocha la tête. « Tu as raison, Coco. Il est temps que tu agisses. » Sans perdre de temps, Mama Coco et Mama Ngolo s'enfoncèrent dans la forêt dense, vers la hutte du Nga du village. Le chemin était sombre, les arbres penchaient comme s'ils écoutaient. Quand elles atteignirent la hutte du sorcier, un vent froid souffla, faisant frissonner leur peau. Le Nga, un vieil homme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les salua. « Pourquoi êtes-vous venus ?
Sa voix résonna comme le tonnerre. Mama Coco s'agenouilla, la tête baissée. « J'ai besoin de ton aide, maître. Mon beau-fils Jean ne doit pas atteindre ce village vivant. Son succès nous a couverts de honte, mes enfants et moi, pendant trop longtemps. » Le Ngari, un gloussement sinistre. « C'est tout ?» dit le chef, ses yeux brillants. « Considère que c'est fait. » Ils se rassemblèrent autour d'une marmite crépitante d'un liquide noir épais. L'une des femmes jeta un morceau de tissu que Mama Coco avait apporté, un bout de chemise de M. Boclo de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres, marmonnant des mots qui tordirent l'air. Le Nga leva la main, et la pièce devint silencieuse. Ils n'atteindront pas ce village vivant. Un accident mortel les attend sur la route, un mutil les consumera. Le cœur de Mama Coco gonfla d'une joie noire. Elle remit quelques pièces en guise de paiement, et le Nga et ses acolytes rirent en préparant la malédiction finale. « C'est fait, » dit le Nga, sa voix froide comme la pierre. Mama Coco rentra chez elle cette nuit-là, son visage calme mais son cœur dansant. Elle pouvait déjà l'imaginer, la Jeep de Jean s'écrasant, sa famille disparue, le village en deuil. Enfin, personne ne viendrait faire de l'ombre à ses fils. De retour en ville, tôt le lendemain matin, Monsieur Boclo et sa famille arrivèrent au marché. L'endroit était animé par des vendeurs et des voyageurs qui criaient, proposant du pain, de l'eau et du maïs grillé. Les enfants s'accrochaient à leurs sacs, leur excitation bouillonnant alors qu'ils regardaient les bus et les camions se charger de bagages. Monsieur Boclo, tenant les billets, conduisit sa famille vers un camion. Ce n'était pas aussi confortable que leur Jeep, mais cela les amènerait au village. Alors qu'ils s'installaient sur des banquettes de bois, la voix d'Amina coupa le bavardage. « S'il vous plaît, invoquons les esprits avant que le voyage ne commence », dit-elle en se levant et en regardant les passagers. Certaines personnes hochèrent la tête et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent en chuchotant. Le visage de Monsieur Boclo devint rouge d'embarras. « Assieds-toi, Amina. Tu m'embarrasses. C'est un transport public, pas un lieu de culte. » Mais elle n'écouta pas. Elle ferma les yeux, sa voix ferme et constante. Esprit protecteur. Veillez sur nous pendant ce voyage, couvrez ce camion et tous ceux qui sont à l'intérieur. Amen. Quelques passagers murmurèrent Amen, tandis que d'autres levèrent les yeux au ciel. Monsieur Boclo secoua la tête en marmonnant. Elle ne changera jamais. Le camion reprit bientôt vie et quitta progressivement la ville, s'éloignant au loin. Kivu et Lomami bavardaient et riaient, montrant des sites le long de la route. Boclo, sentant le doux balancement du camion, s'assoupit, sa tête appuyée contre la paroi en bois. Pendant un moment, tout était paisible. La piste s'étendait devant eux, et le bourdonnement du moteur remplissait l'air, mais alors qu'ils approchaient du cœur de leur voyage, les choses changèrent brusquement. La voix du chauffeur brisa le calme. « Les freins. Les freins ne fonctionnent plus », cria-t-il, ses mains agrippant fermement le volant. La panique éclata dans le camion. Les passagers hurlèrent alors que le véhicule commença à dévier de manière incontrôlable d'un côté à l'autre de la piste. Amina tint ses enfants près d'elle, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Devant eux, un gigantesque arbre se profilait, sa masse menaçante remplissant la route. Le chauffeur lutta pour contrôler le camion, mais en vain. Le véhicule fonça vers l'arbre, le bruit des pneus qui crissaient et des cris terrifiés emplissant l'air. À ce moment-là, le temps sembla ralentir. La voix d'Amina s'éleva au-dessus du chaos, criant « Esprit, sauvez-nous !» Puis, avec un fracas assourdissant, le camion entra en collision avec l'arbre. Le métal craqua, le bois se brisa, et le monde devint silencieux. Au loin, dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, chuchotant dans des oreilles attentives. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qui avait survécu. La nouvelle de l'accident se répandit vite comme une traînée de poudre, emportée par le vent. Elle atteignit le village de Monsieur Boclo avant le coucher du soleil. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, murmurant et secouant la tête. « Avez-vous entendu ? Jean et sa famille ont eu un terrible accident. » Mama Coco entendit la nouvelle aussi. Elle tomba par terre, hurlant bruyamment, son pagne volant alors qu'elle se frappait la poitrine. « Oh, mon fils ! Mes beaux enfants ! Que avons-nous fait pour mériter ça ?» cria-t-elle, sa voix se levant pour que tout le monde entende. Mais au fond d'elle, une joie mauvaise dansait. Elle pensait que son plan avait fonctionné. « Maintenant, personne ne viendra faire de l'ombre à mes fils, » se dit-elle, ses larmes n'étant qu'un masque. Sur le site du crash, l'aide arriva enfin. Parmi les décombres, Amina et ses enfants furent retrouvés, secoués mais intacts. Pas une seule échymose ou égratignure ne marqua leur peau.
C'était comme si une main invisible les avait protégés du mal. Monsieur Beauclos, cependant, n'eut pas autant de chance. Il était assis sur le siège avant, et la force de la collision avait broyé ses jambes. Il était vivant, mais ses membres étaient déchiquetés. Les sauveteurs l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital, sa famille le suivant de près, le cœur lourd mais reconnaissant qu'il respire encore. À l'hôpital, Amina était assise à côté du lit de son mari, ses enfants blottis autour d'elle. Elle priait, les larmes coulant sur son visage. « Esprit, vous nous avez sauvés de l'accident. S'il vous plaît, ne prenez pas mon mari. Laissez-le vivre. » Les blessures de Monsieur Beauclos étaient graves, et les médecins travaillèrent toute la nuit pour le sauver. Au matin, il était réveillé, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit, et le cœur d'Amina se gonfla de gratitude. Tard ce jour-là, la vieille femme que Monsieur Beauclos avait aidée quelques jours auparavant entra dans la chambre d'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence était forte. Elle se tenait à son chevet, ses yeux pleins d'une connaissance ancestrale. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle. Beauclos hocha faiblement la tête. « Maman !» La vieille femme s'assit et commença à parler. « Je t'avais dit de ne pas aller au village. Je t'avais prévenu de te purifier et de jeûner, mais tu n'as pas écouté. » Elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Sans les invocations de ta femme. Pensez à la sagesse des anciens et aux avertissements qui nous entourent. Séparer les membres de votre famille dans différents véhicules, surtout pour de longs trajets ou des routes périlleuses, n'est pas un signe de méfiance, mais une stratégie de survie. En cas d'imprévu, un accident n'emportera pas tout sur son passage. Cela offre une chance inestimable, non seulement de réduire le nombre de blessés graves, mais aussi de préserver une partie de votre lignée, de votre joie. La prière et la foi sont des boucliers puissants, mais la sagesse humaine est un outil que nous devons également activer. Écoutez votre intuition, les conseils avisés, et surtout, ne prenez jamais le risque de voir tous vos êtres chers disparaître en un instant. La prudence est la meilleure des protections, celle qui vous assure de pouvoir célébrer la vie, encore et encore, avec ceux que vous aimez.